Voilà, premier test pour le son. Normalement, vous devriez tous nous entendre. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour, mon nom est Pierre Van Beek. Je suis conseiller MSF et j'ai le plaisir de modérer ce webinaire. Pour ceux qui étaient peut-être présents lors de la dernière édition de nos webinaires, nous avions évoqué ensemble la gestion des épidémies par MSF en s'appuyant sur l'expérience de terrain. Pour mémoire, Veerle Hermans, une des épidémiologistes de MSF Luxembourg, nous avait fait un retour d'expérience particulièrement intéressant sur les épidémies, notamment celle d'Ebola, et de faire un parallélisme avec le Covid-19. Comme la fois dernière, vous disposez d'un espace questions et réponses, questions auxquelles notre conférencier se fera un plaisir de répondre en fin de webinaire, à mesure du possible. Ne mélangez pas la zone chat et la zone questions et réponses. Ça nous permettra de traiter les réponses aux questions de façon plus simple. Vous aurez également pendant ce webinaire un sondage interactif. À trois occurrences, vous aurez donc des questions qui seront lancées et vous serez donc sollicité. Nous l'avions dit, face à des épidémies d'une telle ampleur, toute la difficulté est de pouvoir y répondre tout en faisant le maximum pour maintenir en place les autres programmes de santé réguliers. Et on voit avec le Covid-19, le problème s'est posé à large échelle, puisque les coûts de nos opérations partout dans le monde se sont vus renforcés, les déplacements du personnel MSF ont été entravés et nous avons dû adapter toutes nos opérations aux dangers que provoquerait la transmission du virus qui est rapide, rappelons-le. Aujourd'hui, nous sommes ravis d'inviter Samuel Zieber, qui est docteur en sciences médias, actuellement Senior Policy Practice and Communication Advisor au sein de l'unité de recherche opérationnelle MSF Luxor, faut-il le rappeler, basée au Luxembourg. Avec MSF, il a récemment contribué à des programmes d'intervention d'urgence au Cameroun, en République démocratique du Congo, au Pakistan et au Zimbabwe. Samuel est spécialiste de la mise en œuvre de stratégies de conduite de changement au niveau des pratiques et des politiques de santé dans le secteur humanitaire. Samuel a été détaché au Bureau international afin de coordonner les rapports d'activité de MSF liés au Covid-19. Nous sommes donc particulièrement heureux de recevoir notre invité ce jour qui vient nous parler de la réponse que MSF donne face au Covid depuis ce début d'année 2020. Bonjour Sam, est-ce que vous pouvez nous rejoindre? Voilà, très bien. Bonjour Pierre, est-ce que vous m'entendez bien? On t'entend parfaitement. Super. Eh bien, je te cède la main, à toi de nous raconter, enfin de nous parler un petit peu de la thématique, environ une trentaine de minutes et on se retrouve à l'issue de cette présentation. Merci d'avance. Merci beaucoup. Tout d'abord, merci beaucoup Pierre pour cette introduction. Et évidemment aussi un grand merci à MSF Luxembourg et à mes collègues ici dans le bureau pour cette invitation pour présenter un peu le travail de laquelle je m'en occupe depuis maintenant presque 4-5 mois déjà. Comme Pierre avait mentionné, je suis donc chargé de la coordination des rapports de responsabilité sur la réponse mondiale, la réponse globale contre le Covid-19, contre la pandémie Covid-19 de MSF. Je vais partager mon écran. Je pense que vous devez voir la présentation. Sinon, vous me le dites. Tout d'abord, comme Pierre avait déjà mentionné, je vais prendre à peu près 25 à 30 minutes pour vous montrer un peu les résultats clés du premier rapport qu'on vient de publier au début d'août. Et pour ça, il faut que je fasse une petite introduction tout d'abord pour vous expliquer pourquoi ces rapports et ce qui est le fond dédié à la réponse au Covid-19. Après ça, je veux bien vous prendre dans trois... Tu m'entendez? Me partager les slides, ce sera encore mieux. Ok, juste un instant, je vais voir si ça marche. Ça devrait être beaucoup mieux maintenant. Ça marche? Un grand merci. Super, pardon.
Donc, vous voyez ici un peu un petit aperçu de la présentation que je vais faire aujourd'hui. Donc, comme je l'ai dit, petite introduction suivie par les éléments clés sur la réponse mondiale dans 3 étapes. Tout d'abord, sur un écran plutôt mondial, suivi par un focus sur les interventions contre le Covid-19 en Europe, et un petit point sur quelques données, ressources humaines, logistiques et la finance. Donc, plutôt en se concentrant comment nous on a changé notre manière de travailler face à cette pandémie. On aurait assez de temps, comme Pierre a dit, pour des questions fin. J'ai aussi inclus dans la présentation quelques questions pour, disons, tester un peu votre connaissance et votre rappel de la première phase de cette pandémie. Et ce sont des questions interactives qu'on va gérer sur Zoom et vous allez voir sur votre écran. Avant que je parle, quelques petits commentaires préliminaires qui sont quand même importants. Ce que je vous présente, c'est ce qu'on peut trouver dans le premier rapport de responsabilité sur la réponse COVID de MSF. On parle alors d'une phase d'urgence au niveau mondial. Donc, le focus du premier rapport est de mars à mai avec quelques événements, comme vous allez voir avant. Ça veut aussi dire qu'on n'avait pas encore, sur tous les pays, sur un niveau mondial, des données reliables, quantitatives, avec lesquelles on pourrait avoir travaillé. Donc, vous allez voir que l'aperçu global est plutôt un aperçu narratif et qualitatif, donc plutôt une sommaire des activités clés. Par contre, en Europe, on avait déjà quelques données à analyser et je vais vous montrer quelques chiffres clés. Donc là, ça va être un peu plus quantitatif. Il faut aussi dire que, comme vous avez entendu, moi, je suis plutôt expert pour les rapports, pour Policy and Practice et pour la communication et pas médecin. Donc, ce rapport ne va quand même pas entrer dans les tout petits détails. Je viens d'apprendre qu'il y a aussi quelques médecins dans l'audience aujourd'hui. Ça, c'est absolument génial. Et un bienvenue spécial à vous. Si vous avez des questions super techniques, on pourrait aussi, bien sûr, faire la liaison avec quelques collègues sur le terrain, mais je vais faire mon meilleur pour répondre. Voilà, donc comme petite introduction, pourquoi ce rapport et pourquoi un fonds dédié à la réponse COVID-19 de MSF? Évidemment, face à cette pandémie et la grande nécessité de répondre, MSF a créé en fin d'avril un fonds dédié à la réponse au COVID-19 avec le but de récolter 150 millions d'euros pour financer tous les frais et tous les coûts extra face à la réponse qui fait partie de cette réponse à la pandémie COVID-19. Important à comprendre, les coûts attribuables comprennent les interventions directement liées au COVID-19. Donc, comme vous allez voir, des programmes qui sont que vraiment, ou qui étaient que vraiment contre le COVID-19, par exemple ici en Europe, mais aussi à l'atténuation de l'impact de la pandémie sur les programmes existants. Donc, vous imaginez, vous allez voir dans plusieurs pays, dans plusieurs continents, on a dû, comme beaucoup de nos partenaires et comme beaucoup des autorités de santé, on a dû arrêter nos activités régulières, normales, comme par exemple des campagnes de vaccination, le soin régulier pour tous les patients sida, tuberculose, les programmes réguliers aussi d'urgence contre les maladies infectieuses. Et les frais qui ont été gérés par cet arrêt et les conséquences peuvent aussi être couverts par ce fonds au Covid, à la réponse COVID-19. On veut évidemment aussi montrer, on a une obligation à montrer ce qu'on est en train de faire maintenant avec cette ressource et comment on gère nos programmes spécialisés et aussi les autres programmes dans ce temps. Et on a donc décidé, MSF a décidé de publier 3-4 rapports de responsabilité globale. Le premier, comme je viens de dire, qui était publié en août, couvrant la période mars à mai. Le deuxième, qui est planifié pour le fin d'octobre, en couvrant l'époque après du juin à août. Voilà. Je vais donc commencer avec une première question sur un peu le rapport ou la perspective globale pour tester un peu si vous vous souvenez bien de cette pandémie et peut-être même de l'intervention de MSF. Donc, je vais demander à mon collègue de lancer la question. La question, c'est dans combien de pays pensez-vous MSF a lancé des interventions directement liées au COVID-19 ?
Et je vais voir vos résultats sur l'écran. Je vais vous dire, j'attends quelques instants encore pour voir vos réponses. Voilà. Donc, dans combien de pays MSF a lancé les interventions directement liées au Covid-19? Voilà, c'était proche. Une majorité de vous a voté 72 pays, suivi par 22% pour 96. C'est pas du tout juste et peut-être un peu méchant de mon part, donc, car c'est une question un peu une question piège. La réponse correcte, en fait, est 86. Par contre, 72 est le numéro des pays où MSF était présent en fin de 2019. Donc, c'est une chiffre, c'est pas mal comme réponse parce que c'est normalement plus ou moins autour de 70. On dit de pays où MSF est présent. Je vais arrêter de... hop, voilà. Donc, vous allez voir ici une petite carte. Donc, ça sont tous les pays où MSF a intervenu avec des projets dédiés à la pandémie COVID-19. C'est plus que les 72 qu'on a normalement, pas seulement parce qu'il y a 14 projets en plus sur le COVID-19, mais il y a des autres changements. Donc, des projets qui ont dû fermer au cours de cette pandémie, des autres projets qui effectivement ont ouvert juste pour la réponse COVID-19. En tout cas, vous voyez que c'est vraiment assez distribué autour de la monde avec beaucoup de pays sur tous les continents, y inclut l'Europe, où MSF a intervenu pour la réponse COVID-19. Donc, je veux bien vous montrer quelques éléments clés de cette réponse mondiale. Important à dire que j'ai essayé de sélectionner un peu les actions clés ou les thèmes les plus dominantes, disons, par continent. Et je vais vous montrer maintenant, ce n'est pas à dire, par contre, si je parle par exemple qu'il y a de la promotion de santé au Moyen-Orient ou de la continuation des soins en Afrique, ce n'est pas à dire que c'était que dans ces régions, mais il y avait un certain focus, une certaine priorité pour ces mesures dans cette région. Je vais commencer, je vais suivre un peu la pandémie directement, et pour ça, évidemment, je dois commencer en Asie et dans la région Pacifique. Donc, les toutes premières activités de MSF au Covid-19 étaient à Hong Kong, et même un peu moins d'un mois, donc quelques semaines après la déclaration de ce nouveau virus. Vous allez noter directement, on ne parle pas encore du Covid-19, mais de 2019 nCoV, donc c'était même avant que le Covid, le coronavirus, a reçu son nom officiel, qui est évidemment très bien connu maintenant. Le focus en Asie, évidemment, dans cette phase très tôt, donc on parle janvier, février, mars, était sur les formations urgentes à la prévention et au contrôle des infections et renforcement des capacités des établissements et du personnel de santé. Par exemple, au Cambodge, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, en Indonésie, en Afghanistan et au Pakistan. Vous voyez un exemple à droite. Et c'est important à noter, dans cette phase, on parle des formations où vraiment nos équipes n'étaient même pas trop claires quoi exactement renseigner dans ces formations parce que le virus était très peu connu. On ne savait pas trop sur les routes de transmission, sur les traitements les plus forts, etc. Donc, c'était une phase dominée par des grandes incertitudes où vraiment il faudrait beaucoup de flexibilité de côté MSF. Un grand avantage, évidemment, est que MSF intervienne souvent dans un contexte des maladies infectieuses et il y a quelques principes généraux. Vous voyez par exemple les vêtements protectifs qui fonctionnent aussi bien, où on était presque sûr, on a une bonne probabilité que ces mesures ou ces vêtements de protection marchent aussi bien dans un contexte COVID-19. Un deuxième focus à mentionner, et vous allez voir que ça revient dans presque tous les continents d'un face à l'autre, c'est un focus sur les populations et les communautés vulnérables, en facilitant par exemple les mesures de protection et les soins en santé mentale. Encore, par exemple, à Hong Kong, avec des populations migrants ou sans-abri, mais même chose aussi aux Philippines, au Bangladesh, où, comme vous saviez, probablement, il y a des grandes camps des réfugiés Rohingyas, par exemple.
Je vais bien vous montrer juste quelques éléments clés. Dans le rapport, vous trouvez une timeline, donc toute une ligne avec les événements clés, mais j'ai choisi les plus importants. Donc, par exemple, le 7 février, très tôt, première équipe MSF qui organise les formations pour la prévention et le contrôle des infections pour les équipes d'intervention. Comme je dis, à Cambodge, Papouasie-Nouvelle-Guinée. 14 février, un grand don et une petite mission. MSF envoie 4,5 tonnes d'équipements de protection à Wuhan directement, donc l'origine de la pandémie, mais aussi à Hong Kong. Et le 3 avril, juste un autre exemple, région complètement différente, au Pakistan et presque en même temps aussi en Afghanistan, MSF débute le dépistage contre le Covid-19, ici une image de la région Lower Deer, donc c'est le nord-est du Pakistan. Moyen-Orient et le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, c'est un peu différent. Donc là, le plus grand peur ou le plus grand facteur, évidemment, est la préparation à cette situation d'urgence, triage et mesures de prévention d'infection dans les hôpitaux, et ça dans des systèmes de santé qui ne sont pas seulement surchargés, mais parfois complètement détruits. Donc, si vous imaginez en Syrie, par exemple, certainement à Yémen, MSF gère des activités où on est presque les seuls qui peuvent offrir des soins. Un peu le support, un peu moins grave, mais support aussi important dans les hôpitaux en Irak et en Palestine, par exemple. Après, des grands efforts autour de la sensibilisation des communautés et promotion de la santé, certainement encore pour les populations à risque dans les camps de réfugiés, en Irak par exemple, en Syrie certainement, les abris de fortune, les centres de détention importants en Libye par exemple, mais aussi des zones urbaines où les gens n'ont pas nécessairement accès direct aux soins médicaux comme on le connaît ici, par exemple au Liban. Il y a dans cette région, c'est évident peut-être, mais quand même important de dire, des grands et des importants problèmes d'accès et d'approvisionnement, certainement au Yémen, où c'est très difficile d'envoyer du personnel et du matériau, mais aussi en Syrie et en Iran. Iran est un exemple particulier. Donc, vous vous souvenez peut-être, le 24 mars, MSF a envoyé une unité de traitement avec 5 colis qui est arrivée à Issoufou autour de cette date. Et il y avait un agrément, un accord avec le gouvernement de l'installer qui après a changé d'avis. Donc, cette unité de traitement était immobilisée à l'aéroport et était bloquée pour plusieurs jours. Et finalement, mais c'était décidé qu'on ne va pas installer cette unité de traitement. Elle était plus tard envoyée en Afghanistan où maintenant, si je ne me trompe pas, elle est active à Herat. Le 27 mars, en Syrie, mise en place des mesures d'urgence au Covid-19, par exemple dans le camp Al-Hol que vous voyez à gauche en photo. Donc là, normalement, avec installation des points pour laver les mains, promotion de santé, etc. Le 10 avril, c'est comme j'avais dit, MSF commence à soutenir la construction d'un centre d'isolement et de traitement du Covid-19 dans un hôpital à Aden. Et en fait, c'est en train de devenir, c'était pour plusieurs mois, c'était le seul centre de traitement Covid-19 dans toute la ville. Et en même temps, MSF, niveau plaidoyer, commence à placer des demandes aux autorités yéménites d'autoriser l'entrée des matériels et de personnel humanitaire. En Afrique, là, mes excuses en avant, c'est difficile de faire un sommaire de tout le continent africain, mais tout d'abord, avec les premiers cas qui sont enregistrés en février après mars, une grande inquiétude relative à une possible ou une probable sous-déclaration de cas. Il n'y a pas les systèmes de monitoring comme dans les autres régions, donc on n'est pas sûr combien de cas. Il y en a, effectivement. Et après, une concentration importante sur la protection du personnel soignant, donc tout le personnel qui travaille dans l'hôpital, voilà, les médecins certainement, sur tout le continent à partir de mars. L'OMS rapport après fin d'avril une estimation de plus que 10 000 personnels soignants qui est infecté par Covid-19 et pour ça ne peut pas travailler. Donc un grand risque autour de ça. Beaucoup de mesures de prévention encore et de contrôle des infections dans tous les hôpitaux et tous les centres de santé où MSF est présent, mais aussi du soin à domicile ou au soin de la communauté afin d'assurer la continuité des soins vitaux et aussi pour protéger les patients et le personnel soignant d'un risque d'infection. Il y a des exemples en Afrique du Sud, par exemple, où MSF travaille avec beaucoup de projets sur le sida,
tuberculose, mais aussi à Zimbabwe, en République centrafricaine, avec des autres exemples. Et pas mal, intéressant et positif, des solutions innovantes aux problèmes d'approvisionnement et d'accès. Donc, par exemple, en Eswatini, vous avez un projet avec beaucoup de patients de tuberculose qui commencent à utiliser les smartphones pour une thérapie par vidéo-observation. Il y a beaucoup de projets de production locale de masques. Il y a des nouvelles méthodes pour la gestion des rumeurs, ce qui est important, par exemple, pendant les campagnes de vaccination. Et aussi des rythmes différents pour la distribution de médicaments. Donc, on commence à donner plus de médicaments aux gens pour qu'ils ne doivent pas retourner si souvent aux hôpitaux ou aux centres de santé. Quelques exemples. 3 avril, au Niger, MSF commence à construire un de ces centres dédiés au COVID-19 avec 50 lits à Niamey. Cet hôpital, après, est ouvert pour à peu près 2 mois, donc jusqu'au juillet, plus ou moins, ouvre fin d'avril et traite presque 200 patients, si je me souviens bien. Le 10 avril, contexte région complètement différent. Au Kenya, une région plutôt urbaine, MSF renforce les services d'ambulance pour les patients COVID-19 et aussi les autres urgents. Et aussi intéressant, fin d'avril, à Conakry, en Guinée, mais aussi en RDC, MSF commence à transformer ses anciens ou ses existants centres de traitement Ebola pour soigner les patients présentant des symptômes légers de COVID-19. Et même si ce n'est pas fait exactement, si les routes de transmission ne sont pas exactement les mêmes, évidemment, un centre de traitement Ebola est pas mal équipé au niveau pour contrôle et prévention des infections au COVID-19 aussi. Finalement, après de revenir sur l'Europe, les Amériques, certainement l'Amérique du Sud, ici vous avez une première réponse côté MSF au Brésil. Donc plusieurs centres de traitement et avec des actions de soutien aux régions amazoniennes éloignées. Donc il y a cette grande région amazonienne qui est très très difficile à joindre, qui a plusieurs pays, qui touche plusieurs pays. Encore un focus sur la protection et prise en charge de groupes vulnérables qui n'ont pas accès aux soins, donc encore certainement les populations indigènes dans cette région amazonienne, mais aussi encore des réfugiés, migrants, prisonniers, sans-abri, donc à Brésil, Venezuela, San Salvador, Mexique, donc à la frontière avec les États-Unis, mais aussi à les États-Unis directement. Je vais vous montrer un exemple, même au Canada. Et au-dessus de ça, un soutien matériel, technique et en santé mentale aux autorités nationales, y inclut ceux qui ont un peu plus de ressources, qui ont un peu plus d'espace pour s'organiser. Donc, par exemple, en Argentine, Guatemala, mais aussi Haïti et Porto Rico. Ici aussi, quelques événements clés. Donc, le 7 avril, MSF commence à effectivement travailler à Manhattan et dans le Bronx, en installant des stations de lavage de mains, soutenir les sans-abri. Donc, c'est plutôt rare que MSF est présent dans ce contexte. Un mois après, un exemple encore différent, mais donc à la frontière avec les États-Unis, MSF installe un centre de traitement dans une stade de basket. Donc, vous voyez une photo ici, encore avec 50 lits. Le 16 mai, encore un autre exemple, à Haïti, MSF réaménage son hôpital pour brûler à Port-au-Prince pour traiter les personnes atteintes de COVID-19. Donc là, c'est un exemple où on a vraiment arrêté les soins et changé un peu la stratégie. Je viens d'apprendre depuis fin juin, si je ne me trompe pas, cet centre est de nouveau dédié aux patients qui ont souffert des brûlés, donc qui est de retour d'être un hôpital normal. Voilà, ça me prend aux interventions en Europe. Donc, on va devenir un peu plus, on va travailler un peu plus avec quelques chiffres clés. Tout d'abord, je vais aussi vous demander une question pour voir ce que vous pensez, que vous allez voir sur votre écran. Donc, la question tout simplement, pourquoi pensez-vous MSF est-elle intervenue en Europe? Je vous donne quelques instants pour répondre à ce que vous pensez. Donc, est-ce en raison des mesures de restriction des déplacements du personnel international? Est-ce que l'Europe était l'épicentre de la pandémie de mars à mai? Ou est-ce que c'est parce que l'expertise de MSF dans la gestion d'urgence était nécessaire?
Voilà. Donc, je vois une majorité de vous pense que c'était l'expertise de MSF dans la gestion d'urgence complexe. 38%, l'Europe était l'épicentre de la pandémie de mars à mai. Et quelques qui pensent aussi en raison des mesures de restriction des déplacements du personnel international. Très bien répondu pour tout le monde. La réponse la plus juste, si vous voulez, est certainement que l'Europe, à ce moment, était l'épicentre de la pandémie. Mais les autres deux réponses sont aussi correctes. Donc, en fait, le fait que MSF a beaucoup d'expérience et d'expertise ont travaillé dans des contextes avec des maladies infectieuses était un des facteurs les plus appréciés, certainement en Europe ici, des hôpitaux. Et je vais vous parler un peu de la situation avec les déplacements et le voyage qui étaient très, très limités, mais quand même possible. Merci beaucoup pour ça. Voilà. Donc, effectivement, du mars à mai, Europe devient l'épicentre de la pandémie mondiale. Donc, on est vraiment au cœur de la pandémie. On parle de cette réponse globale comme de la réponse MSF sans précédent, et c'est juste et correct, certainement. Ce n'est pas à mal comprendre, ce n'est pas du tout son précédent que MSF est actif en Europe. Donc déjà avant, il y a des petits projets MSF, par exemple à Bruxelles, pour des migrants sans abri, à Paris, pour des réfugiés qui n'ont aucun endroit pour dormir, par exemple, certainement plutôt les frontières européennes, donc sur la région Méditerranée, Grèce, voilà. Et en fait, certainement plus proche de nous, donc Bruxelles, Paris, ce sont ces projets qui deviennent l'origine de les interventions un peu plus grandes. Il y a, par contre, et ça c'est rare, des interventions majeures et spécifiques contre le Covid-19 en Italie, en Espagne, France, Belgique et même en Suisse. Et il y a aussi des un peu plus petites activités supplémentaires de soutien et de conseil dans toute l'Europe. Donc même en Scandinavie, par exemple, on a travaillé directement, on donnait nos avis, nos conseils aux hôpitaux. Sur les grands projets, les interventions majeures, l'accent de la réponse MSF est mis sur 3 grands piliers. Premier, sur le soutien aux hôpitaux, qui inclut la formation et la gestion directe des cas. 2, un soutien aux maisons de soins et de retraite, donc toutes les maisons de repos. Et finalement aussi un support aux populations vulnérables encore, dans les centres d'accueil, les abris de fortune ou les prisons. Je vais vous montrer quelques exemples. Donc là, pour commencer, au niveau support hôpitaux, capacité hospitalière et soutien de la prise en charge, vous voyez un peu une carte de l'Europe avec quelques projets clés. Les locations de projets, les lieux de projets que vous voyez ici, c'est approximatif. Donc, il y a plusieurs, par exemple en Espagne, il y a beaucoup plus de projets. Donc, ce sont un peu les grandes cités, les grandes villes avec les projets principaux. Donc, en toute Europe, plus de 60 hôpitaux supportés de MSF directement. Plus de 2000 consultations ambulatoires que MSF gère directement ou supporte directement, et plus de 200 hospitalisations, donc pour des soins plus intensifs supportés par MSF, un peu plus que 1500 tests Covid et plus que 320 000 masques et autres équipements protectifs distribués par MSF. Et vous voyez un peu les projets, je vais vous montrer quelques photos aussi. Donc, ça commence en Italie, évidemment, avec les tout premiers cas en Europe, et après un focus plus en plus important aussi en France, en Belgique, en Espagne et même en Suisse. Juste pour vous montrer quelque chose un peu plus visuel. Donc, comme je viens de dire, en Italie, déjà au début de mars, vous avez des équipes médicaux, donc il inclut des médecins, des infirmières, etc., qui travaillent dans l'hôpital, comme ici par exemple en gauche haut à Lodi, en Italie. En France, vous voyez une image de Reims où MSF, au début de l'avril, a installé cette tente qui est en fait une clinique mobile. Et ça, c'était pour des patients qui ont eu de la COVID, qui étaient à l'hôpital, qui étaient en train de guérir, mais qui ont encore dû rester à l'hôpital
soit pour des soins continués, soit pour des risques d'infection. Donc, MSF a installé cette unité mobile pour supporter l'hôpital directement et pour donner un peu plus de capacité dans l'hôpital soi-même. À Genève, Suisse, il y avait une infirmière qui travaillait avec MSF qui était détachée à l'hôpital de l'Université de Genève, qui a vraiment travaillé dans l'unité des soins intensifs, comme vous le voyez ici, et supporter directement l'équipe médicale là. Donc, le soutien aux résidents et au personnel des centres pour personnes âgées, ça c'est le deuxième grand pilier. Donc, les équipes MSF ont directement soutenu presque, comme vous voyez, 800 résidences de retraite, maisons de repos et des autres établissements de soins de longue durée. Et ça, c'était certainement en Espagne et en Belgique parce que la situation et la condition dans ces maisons de repos étaient alarmantes, pour dire le moins. Donc, pas assez d'équipements protectifs, pas assez d'équipes, beaucoup d'incertitudes, comment gérer cette situation et aussi beaucoup de problèmes au niveau de santé mentale à cause de tous les confinements, des gens qui étaient complètement isolés, des jours avec personne à parler, voilà. Donc, MSF, vous voyez un peu le plus grand projet en Espagne, plus que 500 maisons de repos supportées. En Belgique aussi, presque 180. C'est un support en Belgique, par exemple, avec des équipes mobiles, mais en Espagne aussi beaucoup en utilisant les outils digitaux. Donc, par exemple, les webinaires comme celui-là qu'on fait maintenant. Donc, beaucoup de formations, plus de 250 sessions de promotion et de santé et de formation sur la matière de santé. Pas mal aussi de plaidoyants et actions considérables sur la sensibilisation. C'est certainement en Espagne et à Bruxelles. Donc, MSF a écrit, après publié des rapports avec des recommandations clés, comment améliorer cette situation. Certainement aussi avec une perspective ou une possibilité d'une deuxième ou troisième vague, comme on le voit maintenant. Et finalement, c'est aussi important, c'est un projet qui était en Belgique, supporté directement par l'unité recherche opérationnelle ici à Luxembourg. Luxembourg avec une recherche qualitative sur les problèmes autour de la santé mentale des résidents de ces maisons de repos, qui était part du plaidoyer, part du rapport, était récemment partagé avec les autorités belges. Voilà. Un grand focus sur des formations sur la prévention et le contrôle des infections, par exemple à El Rojo en Espagne. À Bruxelles, beaucoup de formations pour le personnel de ces maisons de repos, que vous voyez à droite ou non. Et même en Italie, il y avait au-dessus du support aux hôpitaux, il y avait ce travail dans autour de 30, je pense, maisons de repos. Et voilà, finalement, plusieurs centres pour migrants réfugiés, les réfugiés pour sans-abri et support pour les prisons. Donc, en total, en Europe, on s'est payé 129 centres d'accueil abri comme de fortune en prison où MSF a travaillé. Encore plus de 250 sessions de promotion de santé. Et important de dire, il y a des cliniques mobiles ou temporaires dédiés à cette réponse, notamment à Paris et à Bruxelles. Je vais vous montrer des photos, mais aussi à Lesbos, près du camp Moria, où il y avait récemment cet horrible incendie. Vous avez peut-être entendu. Donc, à Paris, vraiment, une clinique mobile dans les rues de Paris, où MSF a supporté directement plus que, je pense qu'autour de 300 migrants qui ont été dans les rues et qui n'ont pas pu suivre les règles de confinement parce qu'il n'y avait simplement pas un endroit pour y aller. À Lesbos, Grèce, vous voyez la clinique mobile à côté du camp Moria. Et à Bruxelles, tour un taxi dans cette vieille salle industrielle. Vous voyez une clinique mobile que MSF ou temporaire que MSF avait installée pour les mêmes populations. En Italie, aussi MSF a intervenu dans plus que 6 prisons et travaillé directement avec les prisonniers, avec la promotion santé, des formations, comment se protéger, etc. Voilà, et tout dernièrement, il me reste quelques minutes, j'espère, parce que ça ne va pas être trop long, pour vous donner une idée sur les ressources humaines, le déplacement, la logistique et les finances. Petite question pour vous, si vous voulez partager une dernière fois. Donc, la question c'est, quels étaient les plus grands défis limitant les opérations de MSF dans les premiers mois de la pandémie? Est-ce que c'était les mesures de confinement rendant impossible les déplacements du personnel international?
un manque de ressources financières lié à une baisse des dons ou des volumes substantiels de matériel médical et de médicaments supplémentaires qui devaient être fournis et expédiés. Voilà, donc je pense une majorité. Ah, ouais. C'est peut-être moitié-moitié entre les mesures de confinement qui rendent impossible les déplacements ou les volumes substantiels de matériel médical qu'ils font en plus. Moi, je dirais, là, la réponse correcte, c'est plutôt autour des volumes substantiels de matériel médical et de médicaments supplémentaires qui devaient être fournis. C'est aussi vrai que, je vais vous montrer dans quelques secondes, qu'il y avait pas mal de restrictions et de difficultés au niveau des déplacements. Une manque de ressources, oui, mais en fait, on a profité, ou on a eu beaucoup de la chance de pouvoir récolter pour ce fonds dédié au COVID-19, certainement pendant les mois avril ou mai. Je vais vous montrer ça avec quelques détails aussi. Merci pour vos réponses. Donc, pour vous donner un peu des idées, ressources humaines et déplacements. Donc, effectivement, le confinement et les interdictions de déplacement ont fait chuter les départs mensuels, évidemment. Vous voyez à gauche un petit graphe qui vous montre les départs dans les mois de avril et mai, dans les années 2017, 18, 19 et 20. Et vous voyez directement, il y a une baisse, une tombe énorme. En 2020, on dit normalement, au moyen, il y a à peu près 650 collègues qui partent sur le terrain internationalement. Et en avril, ça s'est tombé à 114 et à 202 en mai. Important à savoir que tous les déplacements possibles, presque tous les déplacements possibles pendant ce temps-là, sont des déplacements réservés sur des vols charter humanitaires opérés par les Nations Unies, ECHO, donc l'Union européenne ou des organisations partenaires. Et vous voyez un exemple, cette petite graphe ici en bleu, qui vient du PAM, du Programme alimentaire mondial, qui gère UNAS, qui est le service de vol pour les Nations Unies, mais où les organisations non gouvernementales comme MSF peuvent aussi réserver des places. Et vous voyez que le client, si vous voulez, le plus important pendant ce temps-là est effectivement MSF avec presque 150 vols que MSF prend toujours. Et on a discuté ça, on a montré ça aussi un peu avec, on est un peu fiers de ça parce qu'on peut dire, même dans cette situation, MSF vraiment a essayé, les collègues ont vraiment essayé de rejoindre les projets qui ont eu besoin du support ou du remplacement. Pardon. En tout cas, aussi beaucoup, comme vous venez de voir, de réorientation du personnel du siège ou des sections, certainement ici en Europe, mais aussi ailleurs, qui commencent à supporter ces opérations dédiées au COVID-19, comme par exemple l'infirmière à Genève. Approvisionnement et logistique. Donc, ce que vous voyez ici, ce sont tous les articles liés à la réponse au COVID-19. Il inclut équipements protectifs, les médicaments, des matériaux pour les laboratoires que MSF avait emballé et envoyé entre mars et mai. Donc, 26 millions d'articles. Et vous voyez, ça, c'est au-dessus de 50 millions d'autres articles expédiés. Donc, ça fait à peu près 30%, un peu plus. Plus de la moitié de ces matériaux dédiés pour le COVID-19 est expédié dans des contextes de crise humanitaire. Donc, vous voyez bien, il y a Bangladesh, la République centrafricaine, le Congo, après Yémen, Afghanistan et Venezuela. Donc, vraiment, les pays avec des conflits, avec ressources très, très bas, par exemple. Et ce qui est important à dire et qui est pas très, c'est un peu une faiblesse du rapport, si vous voulez, ce qui n'est pas, qui fait pas partie de cette grave, c'est tout l'approvisionnement local qui était très, très important parce que pour des longues durations, entre avril et mai, il manquait par exemple des masques ou des équipements protectifs partout. Donc, c'était très important de trouver des manufacturiers locaux qui nous ont aidés de trouver ces articles. Et voilà, financement, un petit point sur les finances. Ici, vous voyez un peu la performance du fonds dédié à la réponse au COVID-19. Donc, ce que vous voyez ici, c'est jusqu'au fin juillet, donc un peu plus long.
Donc, fin juillet, les équipes de collecte de fonds dans 3-4 bureaux MSF avaient recueilli quand même presque un peu moins de 100 000 d'euros. Cette chiffre est mois de septembre, donc il y a 2 semaines, à 110 millions, plus ou moins. Vous voyez, les États-Unis, le Japon, la Suisse, l'Espagne et l'Allemagne sont parmi les pays qui reçoivent les plus importantes contributions des donateurs. Par contre, c'est aussi à dire que ce n'est pas une comparaison assez juste. Par exemple, il y avait des dons substantiels et très, très importants ici à Luxembourg, mais dans ces graves mondiales, Luxembourg, comme un pays un peu plus petit, va permettre entre les 10 premières. Et encore, pour vous rappeler, le fonds couvre les coûts directs et indirects de l'impact de cette crise. Donc, qu'est-ce qu'on envisage, qu'est-ce que MSF envisage de faire avec ces ressources financières? Donc, quelles sont les dépenses éligibles prévisionnelles liées à ce fonds dédié à la réponse COVID-19? Donc, une partie conséquente des dépenses sera consacrée à des projets encore dans des situations de crise humanitaire. Donc, ça répète un peu ce que vous avez vu pour l'approvisionnement, donc le supply. Quand même, les opérations les plus importantes, les plus coûteuses restent à Yémen, presque 10%, Soudan du Sud, en République démocratique du Congo et au Bangladesh. Et ça fait presque un quart des dépenses prévisionnelles. Et ce quart est après suivi par les opérations les plus grands sur le COVID-19. Donc, il inclut le Brésil. Donc, les chiffres ici sont aussi à juillet, donc qui vont changer un peu maintenant avec les activités en Brésil des mois derniers, mais aussi la Belgique, par exemple, et le Venezuela. Voilà, je pense que c'est presque ça. Ce qui me reste à dire, Pierre, 10 secondes. C'est évidemment un grand merci aux donateurs ici, et notamment ici à Luxembourg, qui ont aussi vraiment supporté ce fonds de COVID-19, certainement pendant les mois d'avril à mai. Et je veux aussi vous rappeler évidemment que cette crise, même si ça semble un peu comme ça ici à Luxembourg, n'est pas du tout finie. Donc, il nous reste à récolter encore 40 millions à trouver que MSF et tous les projets, les hôpitaux dans lesquels on travaille ont vraiment besoin pour assurer la continuation des soins et pour continuer nos interventions pour le COVID-19. Je vous laisse l'adresse de notre page et un QR code et mes détails de contact qu'on va partager avec vous aussi dans un message plus tard aujourd'hui après-midi. Merci Samuel. Waouh, que d'informations. Et on avait une question qui est passée justement et qu'on a mis en résolu. Une spectatrice qui posait la question, est-ce qu'il sera possible de revoir un petit peu cette présentation? Oui, dans le mail que vous recevrez pour vous remercier pour l'attention que vous avez eue sur cette présentation, nous renverrons aussi un lien par rapport à la vidéo qui sera remise en ligne. Donc, vous pourrez revoir toutes ces informations. On a 2 excellentes questions qui nous sont arrivées. Je vais prendre dans le désordre. Je vais commencer par la dernière de David Hoffman qui se posait la question, est-ce qu'il y a une explication pour l'inactivité en Europe de l'Est? Parce qu'effectivement, sur les schémas que tu présentais, Samuel, on voyait qu'il n'y avait rien de spécifique sur l'Europe de l'Est. De poursuivre la question, est-ce qu'il y a des chiffres d'infection et d'hospitalisation moins élevés dans cette région-là? Merci pour cette question. C'est une bonne question, une question très, très attentive. C'est encore un peu, c'est la faute dans le rapport, si vous voulez. Donc, il y a plusieurs projets en Europe de l'Est, il y a vraiment dans plusieurs pays. Ce sont par contre, au moins initialement, avril-mai, pas des opérations dédiées que Covid-19. Donc, MSF, là, gère plusieurs projets, certainement autour des soins pour les patients qui ont la tuberculose, où MSF commence, comme dans les autres hôpitaux aussi, de gérer des formations et de plus en plus dépistage, des tests, etc. Par contre, pour le rapport, le focus était plutôt sur l'Europe de l'Ouest, donc les grandes opérations dédiées au Covid-19, comme je viens de montrer, Belgique, France, Italie, Espagne et la Suisse.
Donc oui, il y a des opérations là et on est maintenant pour le deuxième rapport, on est en train de recevoir pas mal de données sur ces projets aussi. Je ne suis pas 100% confortable de dire qu'il y a moins de cas, mais oui, à la hausse de cette pandémie en Europe, certainement pour MSF, la focus est sur la plupart des cas qui est en Europe de l'Ouest où il n'y en a plus. Super. Alors, nous avons une autre question de Jean-Marc Crépin qui nous demandait en fait comment MSF s'intègre avec les réponses nationales et internationales, parce que ce n'est pas le tout de dire on va quelque part, il faut quand même une coordination. Aussi une très bonne question. Cette collaboration, cette intégration est essentielle. Elle est par contre pas seulement essentielle dans ce temps de pandémie, je dirais c'est un standard et une tradition que MSF utilise beaucoup. Donc, même dans les projets réguliers, très souvent, tout d'abord, il faut évidemment un accord pour travailler dans ce pays, mais très souvent, MSF, si je parle du support d'un hôpital, souvent ça veut dire pas nécessairement que MSF gère tout l'hôpital, mais que par exemple MSF gère une partie de l'hôpital, s'en occupe par exemple de l'unité de soins intensifs ou des opérations. Et donc, dans beaucoup des pays, et c'est vraiment un grand avantage que MSF avait dans cette situation, MSF a déjà un rapport très bien et une liaison existante avec les hôpitaux et avec ça aussi avec les autorités de santé. Donc, c'est vraiment une collaboration proche dans la plupart des pays, comme je viens de le montrer avec quelques exceptions, où bien sûr la situation est un peu plus difficile, comme vous vous souvenez en Iran par exemple, mais aussi à Yémen, où il n'y a vraiment pas tellement des autres partenaires ou tellement de capacités parmi les autorités pour nous aider. En général, c'est très très proche et on commence et on construit nos réponses sur ces liens existants. Merci Samuel. Et j'ai une dernière question. Alors après, si vous avez encore d'autres questions, n'hésitez pas sur cette zone questions et réponses. Une réponse d'Alexis qui nous demande, est-ce qu'il y a, enfin je rephrase un petit peu, est-ce qu'il y a des projets de MSF du coup qui ont été abandonnés par la suite en conséquence de la pandémie? Et si oui, est-ce que tu peux éventuellement nous en citer? C'est une très bonne question et c'est une question aussi qui n'est pas vraiment couverte par ce premier rapport parce qu'on n'était pas tellement sûr. Maintenant, dans cette phase qui a un peu changé dans la pandémie globale, donc autour de l'été, MSF, donc on a pris un peu, on a regardé tous nos projets et effectivement, dans la plupart, presque tous les projets, MSF a réussi d'une façon ou d'autre de garder la présence ou garder même les soins essentiels ou les soins qui sont vraiment clés et importants. Ce qu'on a plutôt, donc, pour répondre, non, il n'y a pas trop de projets. Il y a peut-être un ou deux petits, il ne me vient pas directement un exemple, mais la plupart des projets ont réussi de continuer les soins. Ce qu'on voit beaucoup, ce sont des changements de priorité, des changements de stratégie, parfois même des changements des soins qu'on offre normalement. Et c'est ça qui nous fait aussi un peu peur pour le moment maintenant parce que les impacts ou les conséquences plutôt long terme de ces changements de stratégie, on commence juste à voir maintenant. Donc, par exemple, si vous pensez, donc, il y a par exemple plusieurs, pour donner un exemple concret, en Afrique, MSF intervient dans plusieurs maladies infectieuses. Donc, le COVID-19, c'est vraiment pas nécessairement la grande priorité. Il y a la rougeole, il y a des cas d'Ebola, toujours, fièvre Lassa, choléra, voilà. Des flambées de toutes ces maladies et il y avait moins de la réponse au niveau de vaccination réactive, par exemple, contre la rougeole pendant ce temps. Donc, l'effet de ça, la conséquence de ça, on va juste voir de maintenant et dans le futur à venir. Et c'est difficile à dire. On craint parfois que ça serait très, très grave et on va avoir des conséquences graves pour plusieurs ans. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ben moi, j'ai une question aussi pour toi, Samuel. Quels sont pour toi, finalement, les grands défis maintenant de MSF par rapport à cette pandémie? C'est une grande question et très, très difficile. Je peux essayer de la répondre. Je suis sûr que mes collègues dans les opérations et dans les pays différents donneraient aussi des réponses différentes. Mais je peux essayer un peu. Donc, comme je viens de dire, la situation globale sur cette pandémie a changé un peu.
Comme l'exemple de l'Europe vous montre, la réponse initiale de MSF, certainement ici, était une réponse très, très concentrée sur le COVID-19. On appelle ça verticale. Elle était donc COVID-19 et a vraiment essayé de contrôler les effets de cette pandémie directement. Pendant l'été, certainement en Europe, mais aussi dans les autres pays, les autres régions, on a vu moins de cas dans beaucoup de contextes. Et pendant ce temps-là, la question est devenue, ou le grand défi est plutôt devenu, comment va-t-on intégrer toutes ces mesures COVID-19, toute l'évidence qui est toujours en train d'arriver. Il ne faut pas du tout oublier qu'on est loin de vraiment comprendre ce virus, loin de comprendre en détail les routes de transmission et tout ça. Donc, on est maintenant en train d'intégrer toutes ces mesures et tous nos projets dédiés au COVID-19 dans des autres projets réguliers, aussi en pensant à l'importance que vraiment assurer la continuation des soins essentiels de tous ces pays. Donc, le grand défi au moment-là, c'est ça. Et c'est un défi sur beaucoup de niveaux parce qu'il y a vraiment, sur le niveau des communautés où il y a toujours beaucoup de gens, il y a beaucoup de régions, des hôpitaux où les gens ne veulent pas venir aux hôpitaux parce qu'ils ont toujours peur. C'est pas bien compris notre soin. C'est un problème opérationnel au niveau comment gérer le personnel, comment gérer l'équipe, tous les matériaux protectifs, etc. Et finalement, c'est même un grand défi pour les rapports ou pour donner un aperçu sur cette pandémie parce que, comme vous allez voir, ce qu'on vient de mesurer avec nos indicateurs, ce sont certainement des indicateurs COVID-19 qui devient peut-être maintenant moins intéressant que, par exemple, un indicateur qui nous dit combien des vaccinations on a complètement raté, par exemple, pendant les 3-4 mois derniers. Oui, tout à fait. Bien. Samuel, on arrive à la fin de ce webinaire. Je pense que dans les messages que j'ai entendus, il reste effectivement cette problématique, c'est ce point que le financement de ce budget de 150 millions, on en est à 110 millions, donc il y a encore un travail à faire. Évidemment, à Luxembourg, on sait qu'il y a une proportion de donateurs privés qui est forte par rapport aux dons des entreprises. Ça, c'est peut-être des choses sur lesquelles, effectivement, le particulier peut nous aider sur la mise en contact avec les entreprises qui ont aujourd'hui finalement fermé un peu plus les portes parce qu'ils ne sont pas toujours présents et que la responsabilité sociale est devenue peut-être un point secondaire. Pour autant, l'action est là et on a besoin de tout un support. C'est grâce à des messages comme le tien, à des rapports tels que ceux qui sont faits ici qu'on avance et qu'on peut aussi montrer toute cette action de MSF. Un grand merci Samuel. Moi, je donne rendez-vous à tous les spectateurs pour de prochains séminaires. À ne pas en douter, on aura tout un tas d'autres occasions de se revoir et de refaire un point par rapport à cette situation Covid. On reçoit encore là maintenant l'une ou l'autre question. On les prendra à part peut-être dans des réponses en direct vis-à-vis des personnes. Qu'elles n'hésitent pas à nous écrire et on répondra directement. Un grand merci à tous. Je vous souhaite une excellente journée. Au revoir. Merci beaucoup.